Bonjour YouTube et bienvenue dans une VOD des questions d'actualité au gouvernement. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un programme chargé qui nous attend du côté de l'Assemblée nationale comme du côté du Sénat. En tout cas, j'espère que les questions seront un peu moins lourdes que celles d'hier qui m'ont un petit peu miné le moral. Mais voilà. Je dis ça, mais en même temps, on vient d'apprendre qu'il y a une tentative d'attentat sur l'île d'Oléron avec un automobiliste qui a fauché une dizaine de personnes. Donc, mets ta vie que ça va être lourd. Donc, voilà. Possiblement d'ailleurs Bonjour une à tous, la prise séance de est parole de la ouverte. présidente de l'Assemblée nationale. Donc avant d'aborder l'ordre du Eh jour, oui, évidemment. je voudrais qu'on ait une pensée suite à l'attaque d'une violence inouïe qui a eu lieu ce matin sur l'île d'Oléron. Ah, Nous c'était ce attendons matin. encore les éléments de l'enquête, mais nous Je viens de savons l'apprendre, déjà moi. que plusieurs personnes sont blessées, dont Oh là certaines là. dans un état grave, et en particulier la collaboratrice de notre collègue Pascal Markowski. Face à ce drame, je voudrais dire en notre nom à tous la solidarité et le soutien de la représentation nationale Bien sûr. à l'ensemble des victimes et des proches. Voilà, les députés qui rendent hommage. Bon, bah moi qui voulais retrouver le moral, je crois que ça va être compliqué. Également, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés et mes chers collègues, vous dire à quel point je sais que la représentation nationale s'associe à la joie que les familles de Cécile Collère et Jacques Paris Ah oui, ont aussi. éprouvées suite à leur libération Et oui aussi. hier Oui, de ça la on a prison appris. d'Evin, en Iran. Oui, enfin. J'ai été tellement bouleversé de joie hier quand je l'ai appris. Ah, c'était tellement soulageant d'apprendre cette nouvelle. Au moins une bonne nouvelle. Ils sont et désormais en sécurité à la faut que je vous résidence de laisse. l'ambassadeur de On France sonne à ma porte. Téhéran. C'est un Soyez immense sages. soulagement pour nous tous. Nous espérons les retrouver prochainement sur le sol français, chez eux. Nos pensées se tournent vers eux, mais je voudrais aussi vous remercier parce que la représentation nationale n'a jamais cessé de se mobiliser pour leur libération. En témoigne leur portrait accroché devant l'Assemblée nationale, symbole de notre engagement commun et transpartisan. À leur côté, je voudrais également saluer la présidente du groupe d'amitié qui a beaucoup œuvré en la matière. Aujourd'hui, je voudrais donc exprimer ma profonde gratitude à l'action décisive qu'a eu notre diplomatie, qui a œuvré nuit et jour pour cette issue heureuse. C'est la démonstration que face à l'injustice, la détermination de la France ne faiblit jamais. Alors, l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la première va être posée par Monsieur Stevie Gustave du groupe écologiste et social. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, depuis 2023, une guerre ravage le Soudan. Dans la région du Darfour, des crimes atroces se répètent sous nos yeux. Voilà. Des enfants enrôlés de force, des femmes violées qui préfèrent se donner la mort plutôt que de subir. Des villages entiers détruits parce qu'ils sont habités par des populations noires. Il y a 20 ans, j'étais déjà engagé dans le collectif Urgence Darfour, aux côtés d'artistes, d'ONG et de citoyens français qui refusaient le silence. 20 ans plus tard, les mêmes peuples subissent les mêmes représailles. Les Massali, les Fur, les Agawa sont à nouveau massacrés par les mêmes milices, sous la direction d'un même homme, Emeti. Le Darfour, c'est la géopolitique sans âme, un laboratoire du mépris, où les peuples subissent le silence international. Au-delà d'une guerre entre les deux camps, c'est le même scénario qui se répète. Des puissances étrangères ament les belligérants, attisent le chaos et continuent de piller les sols. C'est hélas l'histoire tragique de l'Afrique. Une histoire qu'il est temps enfin de faire cesser. Les enquêtes de l'ONU et d'Amnesty International ont révélé le rôle des Émirats arabes unis, par lequel transitent l'or et les armes des milices des Métis, en violation des embargos internationaux. Elles ont aussi documenté la présence russe du groupe Africa Corps. La France, pays des droits de l'homme, ne peut rester spectatrice de cette tragédie. Il y a des nouvelles de Belgique, Elle doit nommer les choses. Elle doit dénoncer les responsables et agir avec courage. Monsieur le ministre, la France est-elle prête à condamner clairement ces soutiens internationaux? Les membres du groupe écologiste, diplomatiques, notamment vis-à-vis des Émirats arabes unis. Ah, je croyais qu'il était GDR. Agir fermement avec l'Union européenne pour que les pays voisins du Soudan empêchent le transit d'armes et des mercenaires. Tant que l'Afrique pleure, seule la conscience du monde restera coupable. Des Toubous de Libye
au peuple du Darfour, pas du capté. Congo Pour à moi, il était l'Éthiopie, à GDR. l'Éthiopie, du Sahel jusqu'au Soudan, les mêmes larmes coulent, les mêmes silences tuent. Ce qui se joue au Darfour n'est pas une guerre africaine, c'est une question humaine. Quand un peuple est persécuté pour ce qu'il est, c'est l'humanité entière qu'on assassine. Et cette humanité, nous devons la défendre. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stevie Gustave, vous avez raison. Ce qu'il se passe aujourd'hui au Soudan nous rappelle aux pires heures de la guerre du Darfour il y a 20 ans. Et vous avez raison, c'est notre humanité qui est engagée au moment où 2 tiers de la population soudanaise est en situation d'insécurité alimentaire, où 13 millions de personnes ont été déplacées, dont 4 millions d'enfants, où les Soudanaises et les Soudanais vivent depuis 2 ans et demi un calvaire sans fin. En revanche, et comme je l'ai dit hier à votre collègue Abo Mangoli, non, la France n'est pas spectatrice, parce que la France n'a pas de double standard, elle ne fait pas de 2 poids 2 mesures, et c'est donc à Paris qu'un an après le début, après la reprise de cette guerre au Soudan, que la communauté internationale s'est rassemblée pour que 2 milliards d'euros puissent être levés au profit des populations du Soudan. Mais apporter l'aide humanitaire indispensable ne suffit pas, il faut savoir pointer les responsabilités. Et quelques jours après la chute de la ville d'El Fasher, après les assauts des forces de soutien rapide, nous avons condamné les atrocités à caractère ethnique auxquelles ces forces se sont livrées. Nous les avons appelées à interrompre immédiatement leur offensive au nord Darfour. Nous avons appelé toutes les parties tierces, tous les États externes qui soutiennent les belligérants à cesser de le faire, et nous avons appelé au respect du droit international et du droit international humanitaire. Les embargos en particulier, ceux des Nations Unies, ceux de l'Union européenne, doivent être respectés par tous et en toutes circonstances. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Hubert Ott pour le groupe démocrate. Les députés de François Bayrou, toujours. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, décidément. 1277 jours d'emprisonnement arbitraire en Iran, dans des conditions inhumaines, privés de leurs libertés les plus fondamentales. Aujourd'hui, c'est un immense soulagement. Cécile Kohler et Jacques Paris sont en sécurité à la résidence de France à Téhéran. Je veux d'abord avoir une pensée pour eux, qui viennent de passer leur première nuit hors de prison. Ensuite, une pensée particulièrement émue pour leurs familles et toutes celles et ceux qui ont lutté pour toujours continuer d'espérer. La dignité de leur combat durant plus de 3 années m'a profondément marqué. Je pense évidemment aux parents de Cécile, Mireille et Pascal, et sa sœur et à ses frères. Pas un jour ne s'est écoulé sans mobilisation. Collectif Liberté pour Cécile, associations, collectivités, citoyens et parlementaires, partout en France et au-delà, ils ont rappelé inlassablement que Cécile et Jacques étaient là et qu'ils comptaient sur la France. Monsieur le ministre, leur libération est le fruit d'un engagement sans relâche, celui du président de la République, celui de notre diplomatie placée sous votre autorité. Une diplomatie toujours fidèle à ce que notre pays a de plus noble, la constance, le courage et l'honneur de servir la France et ses ressortissants. Nous les attendons maintenant ici, tout particulièrement en Alsace, chez Cécile, où chacun depuis hier soir est sous le coup d'une immense émotion. Monsieur le ministre, quels ont été les efforts déployés pour parvenir à cette première étape et comment obtenir désormais ce retour tant attendu de Cécile et Jacques en France? Il s'appelle comment votre aéroport à Bruxelles? Monsieur le député, la parole est à Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hubert Ott, j'ai échangé ce matin avec Cécile Kohler et Jacques Paris. Je leur exprimais la joie qui était la mienne de pouvoir échanger avec eux, de les trouver en bonne forme, et je leur ai fait part de l'immense élan de solidarité qui, à travers le pays, les a portés dans l'épreuve pendant ces 3 ans et demi de captivité. 3 ans et demi. Ils m'ont en retour chargé, avant de pouvoir le faire eux-mêmes et de vive voix, de transmettre leurs remerciements à toutes celles et ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à obtenir ce résultat si positif. À commencer par les agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dont je veux saluer le dévouement et l'excellence dans l'exercice de leur mission,
mais plus largement les services de l'État placés sous l'autorité du Premier ministre, les collectifs, associations qui partout sur le territoire national ont porté les visages de Jacques et Cécile, et enfin les parlementaires, les parlementaires alsaciens, la présidente de l'Assemblée nationale et plus généralement toute la représentation nationale qui n'ont jamais baissé les bras. Alors savoir ça, c'est une très bonne nouvelle qu'il puisse être aujourd'hui en sécurité à la résidence de France. Je ne verrai plus la pendule de l'Assemblée nationale de la même façon maintenant. De leur captivité jusqu'alors, mais ça n'est qu'une première étape, sur le chemin qui doit nous conduire jusqu'à leur libération définitive et jusqu'à leur rémission morale, car l'épreuve qu'ils ont traversée laissera évidemment des séquelles. Pourquoi nous avons envoyé dès hier une équipe de renfort qui, aux côtés de l'équipe de l'ambassade, les accompagnera dans les premiers jours et dans les premières semaines, et c'est pourquoi nous les accompagnerons à chaque étape de ce nouveau chemin sur lequel ils sont engagés. Merci à toutes et tous. Tellement bizarre ça, oui, de revenir 3 ans et demi après. Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre. Notre diplomatie agit dans un combat intense mais silencieux. Aujourd'hui, je veux saluer tous les agents diplomatiques qui, partout dans le monde, par leur engagement et leur détermination, font la grandeur de la France. Je tiens enfin à souligner et à témoigner de reprendre une vie normale 3 ans et demi après, Monsieur le ministre, auprès des autorités iraniennes, mais aussi auprès de la famille de Cécile et de Jacques. Par vos actes et votre attention, vous avez montré que l'État n'a jamais cessé d'agir, jamais cessé de se mobiliser, jour après jour, pour qu'il puisse retrouver cette liberté. Ça remonte à début 2021. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Salvatore Castiglione pour le groupe Lyotte. Merci, Liberté, indépendant, outre-mer. Qu'il me soit permis au nom du groupe Lyotte d'avoir une pensée pour ces passants fauchés à Oléron ce matin et particulièrement pour la collaboratrice de notre collègue. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. À quelques jours de la Journée mondiale du diabète, je souhaite rappeler l'urgence de renforcer nos politiques publiques de santé face à une épidémie silencieuse, le diabète de type 2. Le diabète de type 2 est une bombe à retardement pour notre système de santé. D'après les données de l'assurance maladie, plus de 4 millions de Français ont été soignés pour cette pathologie en 2023, pour un coût estimé à près de 11 milliards d'euros. D'ici 2027, c'est plus de 500 000 personnes supplémentaires qui devraient être diagnostiquées selon la CPAM. Combien ? Plus d'1 an, je mène des travaux dans le cadre du Tour de France du diabète, dans la continuité de notre ancienne collègue Béatrice Descamps. Ces travaux m'ont conduit un peu partout sur le territoire national. En plus. Cela m'a permis de rencontrer de nombreux acteurs de terrain et a nourri la rédaction d'un rapport formulant une dizaine de propositions pour améliorer la prise en charge de cette pathologie. Outre la France métropolitaine, mon travail s'est concentré sur la Corse et sur la Guadeloupe où près de 12% de la population est diabétique, un taux 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Pour une fois que justement on parle des territoires ultramarins. Le diabète de type 2 souffre de trop nombreux retards de diagnostic, de ruptures dans les parcours de soins et d'inégalités territoriales qui ont des conséquences importantes à la fois pour les patients mais aussi pour notre système de santé et de son financement. De ces échanges, j'ai une conviction partagée. Les premiers mois suivant le diagnostic sont décisifs pour éviter la dégradation de l'état de santé, prévenir les complications et permettre aux patients de connaître et de maîtriser l'évolution de sa maladie. C'est pourquoi le rapport propose notamment la création d'un programme national des 10 000 premiers jours de diabète qui assurerait dès le diagnostic un suivi renforcé et pluridisciplinaire. Madame la ministre, à l'heure où je quitte cette Assemblée et remets mes travaux réalisés à mes collègues du groupe Lyotte, comment le gouvernement entend-il renforcer la préservation et l'accompagnement des personnes vivant avec un diabète de type 2 pour améliorer durablement à la fois leur qualité de vie et l'efficacité de notre système de santé? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Stéphanie Ries, ministre en charge de la Santé. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la prise en charge du diabète? Merci. Je ne connais même pas, moi, le parcours de santé merci, de quelqu'un qui est diabétique. À vos remarques pour les événements de ce matin à Oléron et dire aussi tout mon soutien aux équipes soignantes de La Rochelle et de Poitiers qui prennent en charge actuellement les blessés. Merci, monsieur le député Castiglione, et permettez-moi de vous remercier pour l'année qui vient de s'écouler et de votre travail réalisé, en plus du travail sur le diabète.
Vous le dites clairement, il y a 3,8 millions de personnes en France qui sont diabétiques. Cette question est donc importante. 90% de ces diabétiques sont des diabètes de type 2, en plus, dont est le sujet de votre rapport. Vous posez la question en fait de la prévention et de la prise en charge ensuite des patients. Il y a sur la prévention, vous le savez, un gros travail à faire et nous l'avons commencé à le mettre en place, notamment au travers de Mon Bilan Prévention. Vous savez, ces questionnaires qu'on reçoit aux âges clés de la vie et qui permettront de détecter, de repérer les personnes sur lesquelles 30 ans, c'est un âge clé de la vie. Travailler avec eux pour qu'ils évitent de rentrer en diabète de type 2. C'est aussi une des mesures du budget de la sécurité sociale que nous sommes en train d'examiner à travers la diminution des gens qui vont rentrer en ALD grâce à cette prise en charge du parcours de soins avant les préventions. Ensuite, sur le parcours, vous l'avez dit, nous devons avoir un parcours de prise en charge tout au long de la maladie. D'une part, avec l'ensemble des professionnels soignants, il y a des expérimentations dans 3 régions dans notre pays sur ce sujet. Mais il y a aussi la prise en charge avec, je dirais, le numérique, les objets connectés, la télésurveillance qui permettent un suivi rapproché. Et je vous remercie pour ce rapport que je vais regarder avec beaucoup d'attention, ne l'ayant pas encore. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, grosso modo, voter le PLFSS. Monsieur Xavier Lacombe pour le groupe Horizon. Horizon, les députés d'Édouard Philippe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de me joindre à mes collègues et d'avoir une pensée émue pour les victimes de l'attaque survenue il y a quelques heures à Oléron. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Le petit sourire là. Le plan de transformation et d'investissement pour la Corse, PTIC, lancé en 2021 et doté de 500 millions d'euros, devait être le levier concret de développement pour l'île en accompagnant des projets structurants. Modernisation des routes, des réseaux d'énergie, sécurisation de la ressource en eau, lutte contre les inondations ou encore revitalisation des zones rurales. Financé par l'État, il doit irriguer à parité la collectivité de Corse et le bloc communal afin de soutenir à la fois les projets structurants du territoire et les initiatives de proximité portées par les communes que 2 échelons et là-bas les intercommunalités. En Corse. Pourtant, près de la moitié des crédits, environ 250 millions d'euros, restent aujourd'hui non mobilisés. Ah bon? De plus, le projet de loi de finances 2026 ne traduit pas l'ambition nécessaire. Les crédits du PTIC stagnent, alors que des projets finalisés, je fais allusion à certains projets, Madame la Ministre, très importants pour le rattrapage de l'île, sont en attente de validation. Tu nous tiens au courant, Max. Hein. On veut savoir. Les élus locaux en première Depuis le temps que ligne tu nous en parles, on veut savoir. sont les acteurs pour porter ces projets et ont besoin de visibilité et de soutien. Comment le gouvernement entend-il dès lors relancer la mise en œuvre du PTIC, lever les blocages et garantir son exécution intégrale, quitte à le prolonger au-delà de 2027 ? Je vous remercie. Elle est technique, hein, la question. Frère au Sénat. La parole est à Madame Françoise On dirait une question du Sénat. Ministre en charge des Breaking news. Ah mais oui, mais là tu le fais, tu fais péter. Madame la Présidente, Françoise Gatel. Monsieur le député Xavier Lacombe, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie, Monsieur le député, de votre question qui me permet de saluer le travail important que vous avez également conduit ici. Est-ce qu'un jour il y aura un membre du gouvernement qui dira je vous remercie pas de votre question? Je vous remercie pas de votre question. Franchement, ça me fait chier d'y répondre. Que nous partageons avec le Premier ministre un intérêt extrêmement attentif et bienveillant pour la Corse et ses habitants qui savent et qui doivent pouvoir compter sur le soutien massif de l'État, notamment dans le plan de transformation, d'innovation et d'investissement pour la Corse que vous avez mentionné dans votre question. Je rappelle que ce plan qui court jusqu'en 2027 est le successeur d'un programme exceptionnel d'investissement qui a permis de financer plus de 730 opérations. Le fameux PTIC qui a été lancé en 2021 concerne tout à la fois, vous l'avez dit, l'Assemblée de Corse, mais aussi et notamment l'ensemble des collectivités, je pense notamment aux communes, et il vient en complément
des 114 millions des fonds européens pour lesquels nous devons activer la consommation. L'État s'est engagé à hauteur de 500 millions d'euros jusqu'en 2027. À ce jour, nous sommes à peu près 50% de contractualisation, soit 250 millions d'euros. Les résultats sont déjà là. Le PLF 2025 prévoit une majoration d'autorisation d'engagement de 2 millions, soit 42. C'est des ouvertures de crédit, les autorisations d'engagement, c'est du langage comptable. Devant la représentation nationale, l'État reste c'est de la prévision engagé de recettes et de dépenses. Plan, il honorera ses engagements et ensemble nous le suivrons pour qu'en transparence, chaque euro permette le développement de votre île aux côtés des maires et de la collectivité de Caen. J'ai eu des discussions régulières avec monsieur le préfet pour nous assurer que les choses avancent en concertation. Oui, mais du coup, le budget, il est... Non, madame la ministre. Merci beaucoup. Ouais, non, merci. 4 secondes, monsieur le député. Oh. Merci, madame la ministre. Mes chers collègues, j'en profite pour vous dire au revoir. Comment ça, lui aussi, il se barre? Et oui, votre mandat prend fin ce soir, monsieur le député. Bah pourquoi? Il a démissionné? La parole est à présent monsieur Frédéric Maillot pour le groupe GDR. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre du Travail, l'émission La gauche démocrate et républicaine, elle tire la sonnette d'alarme. Les communistes et notamment celle des pays d'outre-mer. Cette inquiétude est légitime, vous le savez. Et au vu de ce qui est annoncé, qui est bien pire que ce qui a été impacté sur le dernier budget, celui de l'année dernière. Petit rappel des indicateurs sociaux en ce qui concerne les pays, la jeunesse des pays d'outre-mer. En Guadeloupe, c'est on n'était pas au courant. 27% de NITS. Le taux de chômage en Martinique, c'est 20%. La jeunesse pauvre en Guyane, c'est 53%. Le taux d'insertion à Mayotte, c'est 13%. Et la Réunion n'échappe pas à ces indicateurs. Voilà la réalité que vous tentez d'ignorer pour justifier votre politique qui est animée par un seul mot et que vous adressez toujours aux mêmes. Les précaires, les modestes, la classe moyenne et maintenant la jeunesse. Ce mot, c'est économie. Un pays qui a de l'estime pour lui-même ne fait pas d'économie sur le dos de la jeunesse. Au contraire, elle le favorise. Les missions locales ont la jeunesse en a besoin. 13% d'économie sur eux. C'est 5300 jeunes réunionnais qui ne pourront pas être suivis par des conseillers. C'est 44 postes de conseillers supprimés, plus les 25 de ceux de l'année dernière. Des dispositifs vont disparaître, comme la stratégie pauvreté, comme l'enveloppe PASSEA, diminution des engagements jeunes. Je me fais ici chambre d'écho et caisse de résonance des missions locales et de la jeunesse des Outre-mer. Nous avons encore le moyen de rectifier le rabotage funeste qui signeront la mise à mort sociale de 57% des jeunes qui ont besoin de la mission locale pour trouver un emploi, financer leur permis ou encore devenir indépendants. Quel message envoyez-vous en mettant au chômage ceux qui aident nos jeunes à ne pas être au chômage? Madame la ministre, faites évoluer votre triptyque, ce triptyque qui est économie, économie, économie. Nous vous en proposons un autre: jeunesse, émancipation, réussite. Entre les milliardaires et la jeunesse, vous avez choisi les milliardaires. Travail, famille... Ministre, monsieur les ministres, non, pas celui-là. vous dans la voie de l'économie, quitte à condamner la jeunesse. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député... Je commence à m'habituer à Farandou, ministre. La question me permet de réaffirmer tout le soutien que nous apportons aux réseaux des missions locales. Elles sont 400 sur le territoire, 6800 points de contact. Elles accueillent 1 million de jeunes par an sur l'ensemble du pays, y compris bien sûr dans les territoires que vous avez plus particulièrement mentionnés. Elles existent depuis 40 ans. Leur maillage est précieux. Je veux rendre hommage d'ailleurs aux élus locaux qui assument souvent la présidence de ces associations, les conseillers qui sont là, les bénévoles qui aident à faire fonctionner tous ces éléments. Elles sont présentes dans les quartiers prioritaires et dans les territoires plus difficiles. Excusez-moi. Ça, je sais ce que c'est, j'avais plus de voix hier aussi. Le contexte budgétaire, nous sommes amenés en version 1, et le débat aura lieu, il a déjà commencé, nous sommes amenés effectivement à ajuster les crédits de fonctionnement à hauteur de 13%. T'es pas passé loin. Le budget reste quand même à hauteur de plus d'un demi-milliard d'euros. Donc on parle quand même de chiffres très conséquents. Rappelez aussi que par rapport à 2019, on est à plus 48% en matière d'argent public engagé. Donc on peut mesurer quand même l'effort fait par le gouvernement sur ces sujets-là. Oui, mais si derrière c'est pour raboter... Ces missions-là servent à passer des contrats d'engagement jeunes. Nous avons prévu d'en passer 270 000 l'an prochain. Donc c'est un effort tout à fait conséquent.
Vous dire aussi que ce que vous remontez, mais remontez combien aussi sont pas par notre renouvelés? canot. Et je Jean-Pierre, rencontrerai le on président veut les chiffres, du Jean-Pierre. national des missions locales, M. Valli, jeudi, donc c'est très bientôt. Nous parlerons bien sûr de ces sujets-là. Je lui parlerai aussi de la qualité des prestations et de l'accompagnement qui est conduit dans ces missions. Il l'avait fait en direct, Max? Le taux d'emploi des jeunes reste insuffisant dans notre pays, vous avez raison quand on se compare. Comptez sur mon action au ministère du Travail pour relever ce taux d'emploi des jeunes. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Hanan Mansouri pour le groupe UDR. UDR, les députés d'Éric Ciotti. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, ce week-end à Lille, Mathis, 19 ans, a perdu la vie, renversé par un multirécidiviste sous l'emprise de gaz hilarant, lancé à une vitesse folle en plein centre-ville après un refus d'obtempérer. Mathis est mort parce qu'un homme, déjà connu des services de police, n'a pas été condamné à temps. Il est la victime d'un système qui relâche, qui excuse, qui banalise. Il est mort du laxisme politique et judiciaire qui laisse sur nos routes, dans nos rues, des individus qu'on savait dangereux. Et pendant que les coupables récidivent, les victimes, elles, ne reviennent jamais. Nos forces de l'ordre, elles aussi, payent le prix de cette démission. Désarmées, paralysées par la peur de mal faire, jugées avant même d'agir, écrasées par cette épée de Damoclès que la gauche a suspendue au-dessus de leur tête. Oh là là. À force de les suspecter, de les exposer, de les accuser, vous les empêchez d'agir avec confiance pour notre sécurité. Ce désarmement samedi a encore coûté une vie. Dans quel pays mettons des bâtons dans les roues à ceux qui nous protègent? Cet autosabotage doit cesser. Mathis est mort dans l'indifférence de l'État parce qu'il n'était pas Naël. La gauche, si prompte à s'indigner et à défendre les coupables, mais silencieuse quand il s'agit de défendre les victimes. Où est le président de la République? Rapide bien pour sûr. jeter en pâture un policier et sa famille, mais muet face au meurtre de jeunes Français. Quand Naël devient un symbole, Mathis, lui, rejoint la longue liste des oubliés. Monsieur le ministre de l'Intérieur Nunez me déclarait la semaine passée, il me déclarait en commission qu'il n'existait pas un seul endroit en France où les Français ne sont pas en sécurité. Il n'est malheureusement pas présent aujourd'hui pour répondre de son mensonge, dépêché sur l'île d'Oléron pour voir de ses propres yeux à quel point la sécurité est partout en France. Ma question est simple. Ma génération aura-t-elle le droit de connaître une France en sécurité? Devons-nous vous supplier? Monsieur le Premier ministre, ma question, je le sais, restera sans réponse. Alors je laisse la place à votre ministre qui défendra encore une fois l'indéfendable. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Qui ça? J'ai pas fait attention. Merci, Marie-Claire Védrenne. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée. Bonjour Madame. Oui, la mort du jeune Baptiste, fauché par un jeune fauchard dans les rues de Lille le week-end dernier, est un drame absolu. Et aucun mot prononcé dans cet hémicycle Marie-Pierre ne pourra Védrenne. malheureusement nous consoler. Et j'ai une pensée encore très émue pour sa famille et ses proches, parce que Mathis aurait fêté ses 20 ans demain. Mais les faits, les voici. Dans la nuit de vendredi à samedi, un équipage décide de procéder au contrôle d'une voiture circulant à vive allure. À son niveau, les policiers aperçoivent le conducteur consommant du protoxyde d'azote, refusant de se soumettre une première fois au contrôle. Et l'individu redémarre et prend la fuite. Un équipage de police secours, prévenu sur les ondes radio de ce refus d'obtempérer, récupère le véhicule à vive allure. Mesdames, Messieurs, je pense que, comme vous l'avez souligné, le drame est assez important. Donc je pense qu'il est important de s'écouter. Et bim. Et vous le savez, le ministre de l'Intérieur est très clair sur les refus d'obtempérer. Et nous serons toujours très clairs sur ces questions. Merci beaucoup, Madame la ministre. Ah, et clôt la réponse, carrément. Allez, un peu de silence. La parole est à Monsieur Sébastien Chenu pour le Rassemblement J'aime bien. national. J'aime bien cette idée-là. Voilà, vous n'écoutez pas, bah tant pis pour la réponse. Merci, Madame la Présidente. Bon, allez. Monsieur le Premier ministre, c'est avec beaucoup de gravité qu'au nom du groupe du Rassemblement national et probablement au nom de millions de Français qui sont choqués que je viens vous interpeller aujourd'hui. Ce matin, à 9h30, un individu a volontairement ciblé et renversé des passagers, des cyclistes, des piétons entre Dolusse, d'Oléron et Saint-Pierre-d'Oléron, faisant 10 victimes, dont 2 grièvement blessées. Je veux penser évidemment à ces victimes, beaucoup de nos collègues l'ont fait. Évidemment, mes pensées vont en particulier à Emma, cette jeune collaboratrice parlementaire de notre collègue Pascal Markowski, qui a 22 ans, qui est hospitalisée grièvement.
L'interpellé, selon le procureur de la République, aurait crié « Allahu Akbar ». Hier, dans le Tarn-et-Garonne, sur fond d'islamisme, ce sont des gendarmes qui étaient menacés au couteau par une femme qui faisait l'apologie du terrorisme et de Ben Laden. Plus d'une seule commune, en réalité, plus d'un seul quartier dans notre pays ne se sent à l'abri de tels événements. Les constats, les chiffres, les paroles rassurantes n'ont évidemment plus lieu d'être. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas du tout d'instrumentalisation par l'extrême droite. Afin de ne jamais être ambigu, il y a urgence à définir ce qu'est l'islamisme. Il y a urgence à identifier. Ce qui est bien, c'est qu'il respecte la mémoire des morts. À traquer. À combattre cet hydre islamiste ou des blessés, en dans chacun de ses relais. Ça n'essaye pas de les récupérer pour leur petit agenda personnel. Dans chacun de ses discours, dans chacun de ses soutiens politiques. La menace islamiste sur notre pays n'a jamais été aussi forte. On verra ce qu'il advient de ce qui s'est passé ce matin. Mais c'est une guerre qu'il vous faut mener ici et maintenant. Demain, il sera trop tard. Notre pays a déjà payé un trop lourd tribut à l'islamisme. Il y a 10 ans, le Bataclan. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Madame Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Allez, s'il vous plaît, mes chers collègues. S'il vous plaît. Donc on va avoir la deuxième partie de la réponse. Non, vous n'avez pas honte. Mais elle n'a pas encore ouvert la bouche. Voilà. Vous écoutez la réponse. L'extrême droite dans ce qu'elle sait faire le mieux, ne pas respecter les gens. C'est votre attitude qui est honteuse. Soyez respectueux. Mais ils le sont pas. Ils le sont pas. Ouvre les yeux, Yael. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Tout d'abord, mes premières pensées vont naturellement aux victimes d'un acte tragique et odieux que nous sommes censés tous condamner. Mes pensées vont également aux familles et aux proches, et nous sommes tous solidaires, tout le gouvernement. À l'heure où nous nous parlons, 2 victimes se trouvent dans un état grave, parmi lesquelles l'assistante d'un groupe politique. Maori Non, mesdames, messieurs, c'est pas la revue de presse. Mesdames, messieurs, c'est la vie des gens. Ça va, ouais. Et nous sommes ici Bienvenue pour sur ce stream des questions d'actualité au gouvernement. Et ce gouvernement est engagé. Dans les suggestions? D'où ça? A priori, effectivement, vous ne voulez pas entendre de réponse. Vous évoquez des faits dramatiques sur lesquels ce gouvernement est complètement engagé. L'auteur de l'acte de ce matin a été interpellé et une enquête est bien sûr ouverte. Et c'est à la justice. Les suggestions de qui ou de quoi? De faire son Je suis travail. curieux. Ce que simplement je veux vous dire, c'est que l'auteur est un homme âgé de 35 ans, de nationalité française, habitant l'île d'Oléron. Ouais, parce que si c'est Twitch qui me recommande... Et inconnu de tous les services de renseignement. Il est actuellement entendu par les gendarmes dans le cadre de sa garde à vue. Et à la demande du Premier ministre, le ministre de l'Intérieur... C'est pour mon anniversaire, je me fais recommander. ...sur les lieux est arrivé sur place à Oléron. Il se tient auprès des victimes, bien sûr, mais aussi auprès de toutes les forces de secours. Bienvenue pour sur ce pouvoir stream. pleinement être engagés. J'espère que tu as la forme, parce que c'est ardu aujourd'hui. Complémentaire, je nous appelle à être chacun prudent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, avoir besoin d'une fiche pour annoncer un tel constat en dit long sur votre incapacité à lutter contre cette menace. C'est nul. Bah, toi aussi, t'avais une fiche, hein, je te signale, Sébastien. Oh là là, mais c'est quoi cette répartie à 2 francs 6 sous, quoi? Allez. La parole est à Monsieur Christophe Marion pour le groupe EPR. Franchement, c'est nul d'avoir des fiches pour répondre. Hein. Merci, oh là là. Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, à nouveau, je veux faire entendre dans cet EPR, les députés macronistes. Les cris des Soudanaises qu'on viole, des civils qu'on massacre, des communautés du Darfour victimes d'un nettoyage ethnique qui s'intensifie depuis la chute d'El Fasher. L'horreur est documentée par les bourreaux eux-mêmes qui, dans une pulsion d'abjection, partagent les vidéos insoutenables de leurs crimes sur les réseaux sociaux. Safari humain, exécution sommaire au milieu des hurlements fanatisés des janjaouids,
C'est un véritable je n'ai pas génocide d'affinité par balle partisane auquel nous assistons, sur effarés. un parti précisément. 150 000 morts depuis avril 2023, 16 millions de déplacés et de réfugiés, la famine partout et l'horreur au quotidien. Il y a quelques jours, 500 innocents massacrés dans la maternité d'El Fasher. Aujourd'hui, j'apprends que les miliciens des FSR exigent des réfugiés du camp de Goron que j'avais rencontré au Soudan il y a 2 ans et à qui je pense chaque jour. Des rançons de la honte pour libérer leurs proches retenus en otage. Les condamnations de la France et de l'ONU ne suffisent plus, Monsieur le Ministre. Le silence des chancelleries européennes face aux Émirats arabes unis qui arment le bras des tueurs n'est plus acceptable. On est bien d'accord. L'indifférence non plus, qui m'interroge sans cesse, l'indifférence des médias et des opinions publiques que j'observe impuissants depuis le début de la guerre. Chaque vie compte. Négliger les morts d'Afrique, c'est nier notre humanité commune. Les Soudanais nous demandent de faire vivre en actes l'exorcion de Desmond Tutu. S'il vous plaît, la seule chose que nous vous demandons, c'est de reconnaître que nous sommes humains, nous aussi. Alors, Monsieur le Ministre, je vous demande de leur dire ce que vous pouvez faire pour garantir la sécurité des civils ayant fui à Tawila pour échapper au massacre d'El Fasher, pour faciliter la mise en place de corridors humanitaires afin de permettre la circulation de l'aide humanitaire, pour convaincre nos partenaires et singulièrement les Émirats arabes unis d'agir pour que cessent les livraisons d'armes, pour que cessent enfin les combats et s'ouvre un chemin pour la paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Il m'a ému avec sa question, et surtout la montée aux larmes. Je suis assez sensible à ça, moi, personnellement. En tout cas, content de voir que la situation au Soudan fait réagir dans de plus en plus de bancs de l'Assemblée nationale. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre rassurant, de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Marion, je partage votre émotion. Je me suis moi-même rendu il y a quelques mois à la frontière entre le Soudan et le Tchad, à Adré, où 300 000 Soudanais sont accueillis par les agences des Nations Unies après avoir fui les atrocités, la persécution et la guerre. Et j'ai lu dans les yeux noirs des femmes qui arrivaient au Tchad, en franchissant la frontière, la terreur et les stigmates de cette guerre atroce qui ravage le pays depuis 2 ans et demi. Et je partage votre indignation devant une forme d'indifférence de la communauté internationale, indignation aussi de constater que désormais, des forces politiques s'élèvent lorsque la France, comme elle l'a fait jeudi dernier, se mobilise pour apporter des réponses humanitaires et des réponses politiques aux crises africaines. On aura peut-être une dissolution avant ça. Ce qui se passe en Afrique, au Soudan ou dans la région des Grands Lacs engage une part de notre humanité. Et si vous ne savez plus localiser votre humanité, alors soyez convaincus que l'incertitude, que l'insécurité, que ces guerres qui déchirent l'Afrique auront, un moment ou un autre, si nous n'en prenons pas la mesure, des conséquences très lourdes et très concrètes sur l'Europe et sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Et cela nous donne 2 raisons, 2 obligations d'agir en réponse à ces crises. C'est ce que nous avons fait l'année dernière pour une réponse humanitaire en accueillant à Paris, je le disais tout à l'heure, la première conférence internationale humanitaire. Nous l'avons fait cette année encore au Royaume-Uni où nous avons co-présidé la 2e édition de cette conférence en espérant qu'il n'y ait pas de 3e conférence et pas de 3e anniversaire de cette guerre. Sur le plan politique, nous avons pris des sanctions à l'encontre des belligérants et des responsables des exactions et des atrocités au niveau européen comme au niveau des Nations Unies. Des médiations ont eu lieu récemment, menées par les États-Unis, que nous soutenons, pour que les belligérants cessent le feu et pour que les parties externes au conflit cessent de les armer et d'alimenter ce désastre humanitaire et ce désastre sécuritaire au Soudan. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Aurélien Saint-Toul pour le groupe La France Insoumise. La France Insoumise maintenant. Les députés de Jean-Luc Mélenchon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le macronisme a commencé avec la vente d'Alstom et le pacte de corruption dont parlait Olivier Marleix. Doit-il finir avec la liquidation de Novasco ? Dans une semaine, le tribunal de commerce doit se prononcer sur l'avenir de ce fleuron. D'ores et déjà, il apparaît que la dernière aciérie de Moselle à Agondange pourrait fermer. Des centaines de familles sont dans le désarroi. Comptez-vous laisser faire ? Ou peut-être pire, comptez-vous sous-traiter ce dossier aux repreneurs en série, Europlasma, comme les différents gouvernements macronistes l'ont laissé reprendre Luxfer, Satma, les Forges de Tarbes, Valdune et les Fonderies de Bretagne ? Dans toutes ces entreprises, le constat est le même.
Les promesses n'ont pas été tenues, la production est sans cesse arrêtée, l'action effondrée a ruiné les petits actionnaires au bénéfice d'Alpha Blue Ocean, un fonds voyou domicilié dans un paradis fiscal. Le nouveau patron a vendu du vent et, monsieur le Premier ministre, vous l'y avez bien aidé lorsque vous étiez ministre des Armées. D'abord en confiant à un ancien DGA, membre de son conseil d'administration, un rapport sur l'avenir de la filière munitions. Ensuite, en le laissant affirmer contre toute vraisemblance que les entreprises qu'il reprenait pourraient raisonnablement produire et vendre des obus. Désormais, la bulle Europlasma, qui est si près d'éclater, se positionne pour reprendre Novasco et chacun comprend que c'est un jeu de dupes. À chaque rachat, les ministres ont pensé « je laisse faire le marché, après moi le déluge ». Il n'est plus temps. Le marché se fiche pas mal de l'intérêt général. La souveraineté industrielle de la France, ça n'émeut pas la bourse. Engager la planification écologique, protéger les savoir-faire et les emplois, ce ne sont pas des décisions qui se prennent en conseil d'administration, mais en conseil des ministres. Alors a-t-on en France la hauteur de vue et le volontarisme suffisants pour non pas seulement protéger l'industrie, mais pour la relancer, la mettre au service de l'intérêt général ? Monsieur le Premier ministre, laisserez-vous liquider Novasco et la métallurgie française en remettant sans cesse au lendemain l'ardente obligation de planification qui est le moyen et la fin de son sauvetage ? Oh, je préchote déjà la réponse de Roland Lescure, mais on est en pleine réindustrialisation, vous ne vous rendez pas compte de tous les emplois qu'on est en train de créer. Dans le micro, Roland. Dans le micro. Salut les jeunes. Parce que après moi, c'est pas le déluge, après moi, c'est moi. J'étais ministre de l'Industrie. Quoi ? Quand l'ensemble des salariés du groupe, à l'époque qui s'appelait Ascométal, a été repris, et je suis aujourd'hui ministre de l'Économie et des Finances, et je suivrai ce dossier de très près avec Sébastien Martin, qui à mes côtés s'occupe de l'industrie. Ça veut dire ça pour l'instant, je vais rien faire. Qu'à l'époque, 300 salariés à Fos-sur-Mer ont été sauvés par un groupe italien, Marcegaglia, qui va développer le site de Fos et qui va permettre, avec cette reprise, d'accompagner le développement de cette grande base industrielle. Pour le reste, vous l'avez dit aujourd'hui, le fonds Greybull qui avait repris les activités des sites d'Agondange, de Dunes, de Custine et du Marais, 700 salariés au total, nous a littéralement fait défaut. Il n'a pas respecté ses engagements et je me réserve le droit de suivre toutes les procédures qui permettront de s'assurer de comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est les salariés, c'est les sites, Agondange et les autres. Et vous le savez, 2 offres de reprise ont été déposées. C'est le tribunal, évidemment, qui décidera, je pense que c'est le 12 novembre, du meilleur repreneur des deux. Je voudrais quand même terminer, monsieur le député, par vous dire que c'est bien beau de critiquer les entreprises et les entrepreneurs qui s'investissent dans l'industrie française. Ah, je ne l'ai pas vu venir, ça. Europlasma, vous l'avez dit, il a repris Valdume. Heureusement qu'il était là pour reprendre Valdume. Donc moi, je ne préempte en aucun cas les décisions du tribunal, mais je voudrais qu'ensemble, quand des repreneurs industriels sont prêts à faire le boulot, qu'on s'en félicite. Bah, je sais pas, 1 plus 1, ça fait combien pour toi, Max ? Qu'on fasse comme vous le faites, toujours critiquer, critiquer, critiquer. 1 plus 1, Max, ça fait combien ? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il vous reste 3 secondes. Europlasma, monsieur le ministre, c'est une fraude qui a ruiné des actionnaires et tous les salariés aujourd'hui le savent. Quel est l'avenir du site d'Agondange ? Est-ce qu'il va fermer ? C'est 400 salariés qui sont mobilisés. Monsieur le ministre. Ah, il reste encore du temps aussi pour le ministre. Ouais, beaucoup d'amour perdu, ça fait Emmanuel Macron. 1 plus 1 égale Emmanuel Macron. Vraiment. Aujourd'hui, on a des entreprises françaises Attention, on est dans la tête de Roland Lescure. Relance industrielle. On s'assure de leur viabilité, mais oui, on les accompagne. Vous les condamnez. Merci, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Pierrick Courbon pour le groupe socialiste. Les socialistes maintenant. Alors, censure pas ? Merci Madame la Présidente. Le groupe socialiste apporte naturellement tout son soutien aux victimes du drame de l'île d'Oléron. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Industrie. Monsieur le ministre, la holding du groupe industriel ACI, active dans les domaines de la sous-traitance dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique et du nucléaire, a été placée en redressement judiciaire. En 6 ans, à force de rachat à un rythme effréné, souvent avec le soutien de la puissance publique, ACI a atteint les 1600 salariés répartis dans plus de 30 filiales. L'aventure ACI, dont les dirigeants se présentaient comme de nouveaux capitaines d'industrie, sauveurs d'entreprises, se termine dans une atmosphère de scandale financier, de gestion calamiteuse et de risque de casse sociale, avec la crainte de voir les entreprises chuter les unes après les autres par effet domino, plongeant des centaines de salariés dans le chômage. Les entités les plus fragiles, comme Roche-Mécatec à Roche-la-Molière près de Saint-Étienne, sont en grande difficulté. Certaines viennent d'être liquidées, d'autres placées en redressement. Dans certains cas, les salaires ne sont même plus versés. Sur le terrain, les signes avant-coureurs de la catastrophe se sont multipliés et comme toujours, vous n'avez rien fait malgré les alertes.
Des montages financiers destructeurs basés pour ACI sur le surendettement et financés par l'assèchement des trésoreries des sites de production façon pyramide de Ponzi, des aides publiques non conditionnées détournées de leur objet, des promesses d'investissement privé jamais honorées dans le silence, voire la complaisance des pouvoirs publics. Voilà le vrai bilan de votre politique industrielle. Bah alors, qu'est-ce qui leur arrive aux socialistes? ArcelorMittal, Novasco, ACI, le vrai visage du macronisme industriel. Ils disent des trucs de gauche, on n'a plus l'habitude. Du redressement au service de nos territoires, mais celui de l'ouverture de notre économie aux braconniers, prédateurs d'aides publiques qui viennent chasser du profit financier immédiat plutôt que de consentir de vrais investissements dans l'appareil productif et pour l'emploi. Monsieur le ministre, que dites-vous aux salariés du groupe ACI, ceux de Roche-la-Molière et d'ailleurs, qui sont dans l'angoisse? Quel accompagnement proposez-vous pour les sites en redressement et garantissez-vous à minima le versement des arriérés de salaire? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Pierrick Courbon. C'est une histoire extrêmement difficile que vous venez de nous raconter et à laquelle je vais tenter de vous apporter des réponses, mais je partage avec vous un constat réel et évidemment derrière vous, c'est aux salariés que je m'adresse. La manière dont cette holding a été mise en redressement judiciaire et les conditions qui l'ont amené méritent qu'on s'y intéresse de très près. J'ai demandé un audit à nos services et cet audit, on l'aura et cet audit, on le partagera. Cela dit, aujourd'hui, non, c'est pas trop tard, monsieur le député, c'est jamais trop tard. On se bat jusqu'au bout. Et je vous remercie de vous battre pour les salariés de l'entreprise, de la filiale qui vous, concerne. Il y a 1650 salariés aujourd'hui partout en France qui sont concernés. Et vous l'avez dit, ce sont dans des secteurs extrêmement importants. Un pas en avant, deux pas en arrière. Et donc, on va s'engager à ce que les arriérés de salaire soient versés, parce qu'évidemment, vous le savez, c'est la priorité des priorités et elle doit être respectée. 2, on va s'intéresser à toutes les filiales, les unes après les autres. Certaines vont bien, d'autres fort avec les faibles et faibles avec les forts. Sur toutes ces filiales, faire ce qu'on fait Voilà, je viens de vous résumer la réponse. Tenter de trouver des repreneurs. Certains sont de qualité, arrêtons de les passer au crible tous et toutes, et certains n'en sont moins, et nous devons être extrêmement prudents sur ce sujet. Et nous allons nous assurer qu'on peut trouver des offres de reprise crédibles, qu'on peut évidemment relancer les territoires et qu'on peut s'occuper en premier, mais aussi en dernier lieu, malgré tout, quand les procédures ne sont pas possibles, de reprise aux salariés qui ne doivent pas être les victimes de comportements de ce type. La blague est valide. Le secteur industriel extrêmement important et on va s'y atteler, monsieur le fort avec les faibles, c'est encore plus drôle. Mon collègue Sébastien Martin qui est à mes côtés. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, quand les golden boys de la finance restent sourds à la colère des bleus de travail, c'est la souveraineté industrielle de notre pays qui est mise à mal. Je vous remercie, monsieur le ministre. J'ai vraiment pas l'habitude du PS qui fait des trucs de gauche. Non mais, monsieur le député, vraiment, on peut rejouer la lutte des classes à tous les coups. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'appareil industriel de la France. Je vous rappelle que depuis 7 ans, il y a 500 sites industriels de plus qui ont été ouverts en France par rapport à ceux qui étaient fermés. Ça faisait des décennies qu'on n'avait pas vu ça. Oui, et combien qui ont été fermés au total, Roland? Je ne vais pas dire que tout va bien dans l'industrie, mais on a fait beaucoup de choses. On a réindustrialisé. La France est le pays le plus attractif d'Europe. On a réindustrialisé, comme si on avait retrouvé 20% d'emplois industriels. 20% de PIB industriel. Antoine Verborel-Marquez pour le groupe Droite Républicaine. Et on termine avec la droite républicaine de Laurent Wauquiez. Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord apporter tout le soutien de mon groupe aux victimes d'Oléron et leurs proches et leur dire toutes nos pensées. Ma question s'adresse au ministre en charge du commerce. Monsieur le ministre, depuis des mois, sur cet hémicycle, de nombreux parlementaires s'engagent contre la fast fashion et la concurrence déloyale. Un texte a été adopté par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Une mission d'information transpartisane est en cours et ce matin, nous avons annoncé, de nombreux groupes ont annoncé le dépôt d'une proposition de résolution européenne. Cette concurrence déloyale de l'ultra fast fashion est notamment celle de la plateforme principale Shein. Elle a été condamnée, cette plateforme, par la CNIL, par la DGCCRF, par l'OCDE, et elle est condamnée par l'ensemble de nos entreprises et de nos commerçants qui sont concurrencés de manière déloyale par cette plateforme. Oh, le Nine qui nous sort. Ok, Angela Merkel. A été franchi. Nous sommes passés de la fast fashion au fast crime. Dimanche, des poupées pédopornographiques étaient vendues en libre accès sur cette plateforme, qui certes les a retirées, mais s'est fait du bénéfice sur le dos de nos enfants en vendant des produits à des pédocriminels. Ce matin, je signalais au procureur de la République de Paris des armes de catégorie A dont la vente et la détention sont interdites en France et qui sont
à l'heure où je vous parle dans cet hémicycle, en vente sur cette plateforme. Pire encore, ces armes sont non seulement en vente, mais avec une livraison gratuite et Black Market en cours pour réduire le prix de ces armes. Faut J'ai saisi la procureure de la République. Venez, on va aller faire du Monsieur le shopping ministre, après les questions. La question est simple. À Roanne, dans ma circonscription, si un commerçant vendait des poupées pédocriminelles ou des armes en libre accès, automatiquement la préfète de la Loire prendrait un arrêté de fermeture. D'ailleurs, il y a le Canard qui a sorti un article qui dit que la DGCCRF et en particulier le n'est intervenue que tardivement. Le président Laurent Wauquiez, qui depuis 48 heures vous demande la suspension de cette plateforme, allez-vous, oui ou non, suspendre Chine en France? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de l'Artisanat. Merci Madame la Présidente, lui aussi, il a un problème de voix. députés. Monsieur le député Vermorel Marquez, merci de votre question qui résonne avec celle de la députée Grégoire hier. Et pas que, il y en avait 3 autres, hein, Serge. Pardon. Écoutez, c'en est trop. Après les poupées pédopornographiques, maintenant les armes. Et en effet, en discutant d'ailleurs avec le ministre de l'Intérieur, Nunez, une des armes en vente sur ce site a servi, la même a servi à l'assassinat du jeune Elias le 26 janvier dans le 14e. Suite à votre courrier, suite à votre signalement, suite à votre vigilance, et sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein. Ah bah il serait temps. Il serait temps, hein. C'est pas comme si ça avait été déjà signalé plein de fois. Hein. Non mais c'est pas la peine de se lever, ça aurait dû être fait il y a déjà des années en fait. Non, il n'y a pas de motif de se lever là. Mais avec le macronisme, c'est toujours attendre qu'il soit trop tard pour agir. Voilà. Merci. Au nom du gouvernement, merci. Le temps nécessaire pour que la plateforme démontre au pouvoir public que l'ensemble de ses contenus soient enfin conformes à nos lois, nos normes, nos règlements. Et un premier point d'étape va être fait très rapidement. Spoiler, ça ne le sera jamais. Et avec mon collègue le ministre Lescure, nous allons être très vigilants et nous avons mobilisé tous les services de l'État. Oui, c'est ça, ils vont changer de nom et puis voilà. Cette question. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Bah non, ils ont changé de nom, donc c'est bon, ils peuvent de nouveau tout vendre. Le gouvernement est terminé, la séance est suspendue. Très bien, voilà, c'est la fin de cette séance de questions au gouvernement côté Assemblée nationale. Je vais terminer un petit peu mon propos parce que j'ai été partiel par rapport à Chine. J'ai appris ce matin que dans un article du Canard enchaîné, révélait un petit peu que la Macronie n'a absolument rien fait pour empêcher justement cette suspension de Chine dont on parle maintenant, puisque cette histoire de poupée pédopornographique qui a déjà agité beaucoup les débats hier avait déjà été remontée par une Française qui l'avait déjà vue quand elle se baladait sur Chine, et elle a signalé à Alerte Conso, qui prévient la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, et la DGCCRF leur a dit « Ah, on ne peut pas agir ?» C'est une entreprise étrangère, ce n'est pas de notre ressort. Il a fallu que l'affaire atteigne un niveau national pour qu'enfin les macronistes se sortent les doigts du cul et se décident enfin à suspendre le site, qui aurait dû déjà l'être bien avant, comme je le disais. Voilà, donc... voyez comment on arrive à retourner un échec comme une réussite. C'est une leçon de macronisme qui vous est offerte par Serge Papin. Voilà, je vais en terminer là pour cette VOD YouTube. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras apprécié. Si tu souhaites m'encourager dans mon travail et que tu souhaites voir plus de contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et puis bien sûr, n'hésite pas à venir nous voir en live. On est en live du lundi au vendredi de 14h à 17h30 pour faire de la politique, de la pédagogie et du gaming. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.